Donc, midi 30 tapant, donc on va commencer. Alors, il me fait plaisir tout le monde de vous accueillir à cette conférence, en fait à l'atelier qu'on intitule le FRIO2, oxygénothérapie automatiser une révolution mondiale. Alors, je me présente, France Gilbert, je suis inhalothérapeute et gestionnaire de territoire pour la compagnie Novus Médical. Donc, anciennement Summit Technologies pour les plus vieux qui pourraient connaître. Novus Médical, on est une compagnie spécialisée dans la distribution d'appareils diagnostiques de la fonction respiratoire. On fait aussi la distribution d'appareils et de produits pour enfants, néonatologie et de produits respiratoires. Donc, le présent atelier fait suite à la conférence de Dr Lelouch qui avait lieu à 11 heures, qui traitait de la toxicité de l'oxygène et l'ajustement automatique. Donc, on va parler du FRIO2, donc le régulateur d'oxygène automatisé qui va ajuster à chaque seconde le débit d'oxygène délivré au patient selon la saturation cible programmée sur l'appareil. Donc, le FRIO2 est une invention québécoise, donc il faut en être fier. Ça a nécessité 12 ans de recherche et développement. C'est Dr Lelouch, Dr Erwan Lair et leur équipe à l'UCPQ qui ont fait le développement et la recherche sur cet appareil-là. Et depuis janvier dernier, Novus Médical est fièrement le distributeur de cet appareil-là pour le Canada. Donc, afin de vous démontrer là, le potentiel de l'appareil dans le quotidien, j'ai avec moi aujourd'hui Mme Émilie Rousseau qui est une super utilisatrice qui va vous expliquer l'impact de cette technologie-là dans son quotidien à l'hôpital. Donc, pour présenter Émilie, c'est une inhalothérapeute qui est graduée au Cégep de Sainte-Foy, travaille à l'UCPQ depuis 2011. Émilie œuvre en soins généraux et soins critiques de l'Institut, qui se spécialise dans la chirurgie thoracique, cardiaque et bariatrique. Elle travaille aussi au sein des différentes cliniques externes du Centre spécialisé de pneumologie, principalement en fibrose kystique et en bronchiectasie. Dans la dernière année, Émilie fut impliquée pour les applications de protocoles d'études portant sur le traitement de la COVID, ainsi que d'autres thèmes là, sur l'oxygénothérapie et la ventilation mécanique. Donc, sans plus tarder, juste pour vous dire les questions, on va les prendre à la toute fin. Donc, n'hésitez pas soit à lever la main ou écrire dans la boîte de dialogue, là, puis on va répondre à vos questions. Donc, sans plus tarder, Émilie, je te laisse le micro. Et merci. Donc, bonjour tout le monde, puis merci pour la présentation. Elle a déjà lu le titre qui est l'oxygénothérapie automatisée, une révolution mondiale, affirmation avec laquelle je suis en total accord. C'est ça, donc on m'a demandé de parler de mon expérience auprès des patients, puis aussi c'est ça, ce qui est pratique, c'est que j'ai fait de la recherche pendant la dernière année, là, mon contrat de recherche, j'appliquais tous des protocoles de différentes études. Puis j'étais dans l'équipe de Dr Lelouch, donc ça utilisait beaucoup le FRIO2, puis ça vérifiait aussi l'efficacité du FRIO2. Fait que c'est vraiment génial comme appareil et je suis très heureuse de vous partager mon expérience. Pour ceux qui n'ont jamais vu l'appareil, puis qui n'ont pas vu la présentation de Dr Lelouch, il l'expliquait quand même, là, il y a l'arrivée de la canalisation d'O2. Mettons, ça, c'est comme la tête de l'appareil. Là, on me dit que ça ne vient pas toujours avec le pied, mais nous, à l'hôpital, on a toujours le trépied pour l'installer là, sur roulette, puis tu sais, c'est à une hauteur comme pour se promener avec. Il y a le coude en métal qui vient avec. On peut le diriger vers le bas, installer un barboteur, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le débit va quand même pouvoir monter des fois jusqu'à 20 litres par minute. Fait que le barboteur, il va beaucoup barboter. Fait que c'est à voir. Mais pour les patients, c'est ça, les débits peuvent vraiment beaucoup varier. Là, donc, c'est ça. Si on met un barboteur, il faut y penser. Donc, il y a le fil ici pour la saturation, mais ce qu'on voit aussi, puis il y a une étude Freedom, là, c'était Bluetooth. Ça peut ne pas avoir de fil aussi. À l'hôpital, on utilise toujours le fil, nous, par contre. Oui, c'est ça. Pour vous montrer l'écran, vous décrire un petit peu là, comment ça fonctionne. Il y a le mode ici en haut, il y a 3 modes sur cet appareil-là. Il y a le débit fixe, qui serait comme un débitmètre mural, quasiment. On va mettre le débit fixe ici, puis on va voir la saturation au centre, la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire. On peut aussi mettre en mode titration automatisée, qui est le mode le plus intéressant. Donc, on met une saturation cible, puis là, ici, ça va toujours s'adapter. Puis il y a le mode recueil qu'on appelle. Dans le fond, ça, on va tout sélectionner ça dans traitement.
Il y a le mode recueil, qu'on va voir la saturation, puis il n'y aura rien qui va être délivré. Ça peut ne même pas être connecté à l'oxygène, puis c'est vraiment juste pour enregistrer. Cet appareil-là, dans le fond, à l'arrière, il y a une prise aussi pour brancher une clé USB. C'est super intéressant pour aller chercher toutes les données. Là. On peut avoir l'enregistrement de tout ce qui a été enregistré. Après ça, donc ça, c'est l'écran principal quand on est dans l'onglet surveillance, c'est tactile. Après ça, il y a traitement qu'on peut sélectionner le mode qu'on veut puis faire les ajustements qu'on veut pour l'ajustement, le débit ou la saturation cible. Ensuite, il y a les alarmes qu'on peut ajuster, les tendances qu'on peut aller voir, c'est super intéressant. On va voir les débits en moyenne que ça va avoir pris pour, vu qu'on utilise souvent le mode automatisé dans le fond. Donc, le débit que ça va avoir pris en moyenne pour la saturation cible qui serait maintenue. Puis après ça, il y a configuration, c'est comme plus avant. Mais mettons, quand on l'utilise, c'est ces onglets-là qu'on utilise principalement. Ici, il y a l'alarme, donc qu'on peut faire un silence quand il y a une alarme qui sonne. Fait que je vous montre un petit vidéo. On s'est amusé en débit fixe, première portion du vidéo, à faire désaturer un sujet simple. Donc, le débit, vous voyez, il est fixe, puis là, la saturation varie. Ensuite, on a basculé en mode titration automatique. Le même sujet 5 qui désaturait. Le débit s'est mis à s'ajuster. Dans le fond, on voit que le débit augmente. Puis là, la saturation cible est ici, là, dans le petit rond bleu. Fait que c'est ça, on voit la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, selon les mouvements et tout ça, on peut s'y fier, là, mais idéalement, on dit de le calculer soi-même. La petite batterie ici, là, juste information complémentaire, ça a une durée de 4 heures. Puis quand on l'utilise dans la chambre, on le branche, mais après ça, il y a la batterie. Donc, voilà pour la démonstration. Petit retour sur un point très important qui est comme la base même de toute cette invention de cet appareil-là. C'est par Dr Lelouch, le co-inventeur, qui a fait une présentation, donc c'est ça, juste avant. J'utilise même sa même photo, puis il y a beaucoup de photos qu'il a utilisées dans sa présentation, puis j'utilise les mêmes. Puis lui, c'est un ardent défendeur de trop, c'est comme pas assez d'oxygène. L'hypoxémie et l'hyperoxémie, c'est mauvais. Donc, c'est ça. Tout l'appareil veut cibler la bonne saturation pour éviter toutes les complications comme la vasoconstriction que ça peut entraîner, cérébrale, cardiaque et pulmonaire. Les points positifs au FRIO2, premier point, super important, c'est très sécuritaire. Il y a les alarmes au cas où il arriverait quelque chose, mais c'est toujours une saturation cible, un débit qui s'ajuste. On sait que le patient, on n'aura pas à retourner voir, on a au-dessus laissé trop ou il est en train de désaturer, là, il va aller faire un effort, il faut aller jouer sur l'oxygène. Donc, c'est très sécuritaire. Comme ça diminue les interventions nécessaires là, du personnel soignant dans un contexte où on est en pénurie de main-d'œuvre. C'est super intéressant de ne pas avoir à toujours aller faire les variations d'oxygène. Après ça, ça accélère le processus de sevrage parce que naturellement, encore une fois, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, faire le sevrage, quand on est rendu à sevrer le patient, puis souvent au dossier, on voit même ça écrit dans la note, congé de l'hôpital lorsque l'O2 sera sevré. Mais le patient, il est à veille d'avoir son congé, il est donc dans les plus stables, puis on y va par liste de priorité en tant que professionnel, fait qu'on va aller voir le monde plus critique, puis des fois, on n'a même pas le temps de se rendre à la liste de tir passé, voir est-ce qu'on pourrait le sevrer. Donc, c'est ça, le sevrage va se faire automatiquement sans qu'on ait besoin de passer du temps à aller retourner voir le patient nécessairement. Puis les tendances, c'est vraiment un point super important, voir comment se comporte la saturation d'un patient. Ça change vraiment la façon de voir une désaturation. Ça change la façon d'intervenir auprès du patient. Comme dans les soins critiques, on vient qu'à connaître nos patients. Mettons, c'est des patients intubés ou en VNI critique. Ils ont la saturation en continu. On voit il tousse sur son tube, il va désaturer, mais lui, on le connaît, il va remonter quand même rapidement ou non. Vraiment, il faut aller intervenir. On finit par voir un peu, on voit ça différemment, toutes les désaturations, on sait un peu ce qui s'en vient. Avec le FRIO2, même les patients stables à l'étage, ils ont comme ce monitoring-là tout le temps, mais en même temps, on n'est pas assis en avant de l'écran parce qu'on ne pourrait pas juste tout le temps regarder ça. Fait qu'on peut retourner dans l'onglet tendance, puis on voit comment ça se comporte, plutôt que d'arriver à la chambre, puis de prendre une saturation ponctuelle, comme ça, le sevrage va vraiment être ralenti. Mettons, on passe une fois le matin pour un traitement, bien, on prend sa saturation là, il est à travers le déjeuner, la toilette, tout, il se mobilise beaucoup plus, il fait des efforts, fait que ce ne sera pas le bon moment pour réussir à le sevrer, mais chez lui, être actif comme ça à l'effort, peut-être qu'il va désaturer aussi, mais là, on prend une mesure ponctuelle, tandis qu'avec le FRIO2, on voit les tendances, on voit que la majorité du temps, tout va bien. Le sevrage puis la vision de la saturation, tout est comme un peu différent quand on a vraiment une vision en continu. C'est très portatif.
C'est quand même un appareil tout petit. Puis là, je vais élaborer plus là-dessus sur les possibilités de montage. Puis ça limite le gaspillage d'oxygène. Docteur Lelouch en parlait aussi de cette étude-là dans sa présentation. Ils ont fait une étude qui prouvait que c'est ça. Le FreeO2 par rapport au débitmètre mural, on était 87 dans la cible de saturation avec le FreeO2 par rapport à 43 mural. Des fois, il y avait de il y avait trop une sursaturation, une désaturation, vraiment au débitmètre mural, vu qu'on n'était pas tout le temps là pour faire l'ajustement, contrairement au FreeO2. Puis il y avait vraiment beaucoup, ça réduisait de moitié la consommation d'oxygène. Puis on a vu avec la pandémie que on peut venir quand on manquait, mais sans nécessairement se rendre à ce cauchemar-là. On peut aussi considérer que côté ne pas gaspiller, côté financier, c'est quelque chose à prendre en considération, même si on n'y pense pas nécessairement. Puis après ça, accélérer le processus de sevrage, un patient qui retourne chez lui, ça va libérer les étages. Puis après ça, ça libère l'étage pour que l'urgence puisse être désencombrée. En fait, ça a beaucoup de points positifs. Dans les situations vraiment concrètes, là, on ne peut pas passer à côté de la clientèle qui en bénéficie le plus vraiment sur l'étage de pneumo, nos MPOC sévères. Ils ont un très grand bénéfice à ne jamais sursaturer. Ils vont désaturer, ils arrivent à l'urgence, en période aiguë, ils vont avoir des grosses désaturations. Fait que là, on va avoir tendance à augmenter l'oxygène, mais il ne faut surtout pas les oublier puis descendre leur oxygène. On reste beaucoup au chevet parce que s'ils sursaturent, on sait qu'ils vont augmenter leur CO2. Puis ils sont souvent très, très fragiles à la moindre variation. Puis c'est ça, quand ils sont rendus à ce niveau-là de leur maladie, malheureusement, souvent, dans le niveau de soins, on s'entend, il n'y a pas d'intubation. Fait que si on perd complètement un état de conscience, une VNI, c'est toujours un peu délicat à installer sur quelqu'un qu'il serait plus à intuber qu'à mettre une VNI, mettons. Donc, pour cette clientèle-là, c'est vraiment très important. Puis souvent, ça les rassure aussi. Ils aiment vraiment ça. Donc, c'est plus sécuritaire, ils sont rassurés. Puis c'est ça, on ne passe pas toute la journée au chevet à faire super attention pour pas qu'ils sursaturent ou désaturent trop. Dans les exemples concrets de l'utilisation des tendances, comment ça a vraiment changé notre façon de travailler. Au début, on avait, là vous voyez, c'est la photo, c'était une chambre COVID. Donc, il y a 2 FreeO2 dans la chambre. C'est vraiment bien tourné vers la fenêtre. C'est super pratique. Les patients sont pris en charge quand leur saturation varie parce qu'on s'est rendu compte en entrant ça, en commençant à l'utiliser dans les unités COVID. Les entrées étaient limitées dans la chambre, donc on arrivait à un moment ponctuel, puis c'était vraiment pas un portrait de comment leur saturation se comporte, parce qu'on s'est rendu compte qu'ils étaient super hyper labiles côté saturation. Donc, on pouvait arriver, puis il y avait besoin des très gros débits d'oxygène, puis c'était quasiment un branle-bas de combat. On est arrivé, on a trouvé une grosse désaturation, comme s'ils étaient en train de se détériorer, mais c'était juste ponctuel comme ça, fait qu'on a dû exagérer des problèmes des fois. Puis il y a d'autres désaturations qui ont dû passer totalement inaperçues là, parce qu'il y a des périodes qui n'avaient quasiment pas besoin d'oxygène, comme là, c'est très petit, là, mais celui du fond, il y a comme juste 0,1 d'oxygène. Il doit être au repos, tout va bien. L'autre en avant, il y a 4, mais j'ai vu des patients, dans le fond, ils étaient au repos, il y avait pas d'oxygène, c'est juste 0,1, 0,2, puis tout d'un coup, il répondait au téléphone, se mettait à parler, ça prenait 10 litres. Mais il n'était pas plus mal, puis c'était très variable comme ça. Avec un écran comme ça, visible de l'extérieur de la chambre, ben là, plutôt que de voir une désaturation, on voyait une augmentation de débit. Donc, on se doutait qu'il y avait anguille sous roche, qu'il y aurait eu une désaturation, que les besoins étaient augmentés, mais on pouvait quand même rester l'autre bord de la porte, se préparer tranquillement à plan A, B, si jamais ça continue, puis attendre de voir si ça allait remonter, si la saturation allait se replacer, puis que les débits allaient redescendre. Tandis que quand c'est juste une désaturation, mettons un patient qu'on laissait juste un moniteur comme ça, ben là, on voit une saturation à 70, on se dépêche à rentrer avec les affaires du bord, puis c'est l'équipement de protection individuelle qui est un peu long à mettre, puis c'est comme beaucoup plus stressant comme situation que il est déjà pris en charge, là, les débits sont rendus élevés, il va peut-être falloir changer d'interface, de méthode d'oxygénation, quelque chose. Fait que, on avait le temps de se préparer, même de planifier le transfert si la tendance se maintenait vraiment, puis que tout le temps, ses besoins en oxygène étaient augmentés, on pouvait, c'est ça, planifier, on va-tu l'envoyer aux soins ou... on avait le temps de se préparer. Puis quand c'était des désaturations comme ça qui se résorbaient toutes seules, là, les débits qui avaient augmenté et qui redescendaient, on avait quand même eu le temps de préparer un plan B, mais qu'on n'a finalement pas eu de besoin, qu'on n'a pas contaminé, qu'on n'a pas rentré, qu'on ne s'est pas nous-mêmes mis plus à risque en entrant pour rien dans la chambre. Tout se replaçait. Fait que, la prise en charge a vraiment été améliorée en période COVID avec ça.
Puis il y a eu une étude que je recrutais. Les patients, ça s'appelait COVID Study, puis il y avait 4 heures de surveillance au chevet après avoir recruté, qu'on mesurait qu'on comptait toutes les entrées dans la chambre. Puis c'est ça, avec le FRIO2, ça tendait à démontrer qu'on avait on gaspillait moins de pays, qu'on rentrait moins souvent, que tout ce qui est par rapport à l'oxygène était pris en charge, fait que ça enlevait vraiment de beaucoup des risques de se contaminer et le nombre d'entrées dans la chambre. Après ça, à l'étage standard, parce qu'on ne l'utilise pas juste dans le COVID, à l'UCPQ, c'est à l'urgence et sur l'étage de pneumo pour l'instant. Il va graduel, juste question que tout le monde soit à l'aise. À l'étage, il y a eu des situations comme un pneumologue, mettons, qui avait demandé au dossier vraiment qu'on installe sur un CPAP pour avoir une idée des débits que ça prendrait nocturne, sur son CPAP nocturne, le patient. De pouvoir aller voir les tendances, c'est super pratique comme ça. Après ça, un sevrage sécuritaire, c'est vraiment quelque chose de le fun. Le mode recueil, le monde, il se pose peut-être la question, quelle est l'utilité? Mais en fait, quand un patient, on considère qu'il est sevré, comme je disais, les MPOC, ils vont avoir des petites désaturations chez eux. C'est comme, ils vont avoir des saturations plus basses. À l'effort, ça va varier, mais tant que ça ne varie pas trop. Fait que le mettre en mode recueil, on a un enregistrement des tendances sans qu'il y ait de débit, puis on a juste une saturation enregistrée en continu, puis on voit ce qu'il y en est. Est-ce qu'il va repartir finalement avec de l'oxygène qu'il va falloir débuter à domicile, ou bien est-ce qu'il est prêt puis il n'y en a pas de besoin? Donc, ça fait un sevrage sécuritaire. On confirme sur une période d'enregistrement en mode recueil que le sevrage est complété. Fait que c'est bien pratique pour ça. Puis il y a même une situation que je mentionne que, dans le fond, c'est un patient stable qui avait de l'oxygène, puis quand l'infirmière est passée pour relever ses informations de routine, elle s'est rendue compte qu'il y avait, au niveau fréquence cardiaque, puis tout ce qui est enregistré là, sur le FRIO2, les débits d'oxygène étaient toujours à la hausse. Elle s'est rendue compte qu'il y aurait pertinence de prendre la température, et le patient, c'est ça, il commençait une infection. Et c'est ça, c'est un monitoring, en fait, fort pratique à avoir, puis qui ne prend pas tant de place dans la chambre. Dans toutes les situations de sevrage, c'est super pertinent d'avoir le FRIO2. Il y a une étude en ce moment à l'UCPQ qui prouve, qui va servir à prouver, elle n'est pas terminée, en post-op de chirurgie bariatrique, nous, on leur installe le CPAP à la salle de réveil après l'extubation. Puis il y a toujours un petit fond d'O2, ils sont encore un peu sur un peu d'invap. Donc, on installe toujours avec de l'oxygène, puis après ça, au retour à la chambre, on n'a pas vraiment le temps de retourner à la salle de réveil faire un sevrage. À la chambre, on le réinstalle souvent avec le même débit qu'on avait mis à la salle de réveil puisqu'on n'a pas pu faire de sevrage. Puis là, cette étude-là, c'était rendu à la chambre, on vérifiait avec le FRIO2 sur le CPAP. On faisait une surveillance, puis souvent, le sevrage était complété après 1 heure. C'est 1 heure qu'on le laissait en place. Donc, ça l'aide vraiment beaucoup à accélérer le sevrage parce que c'est ça, on ne reste pas au chevet du patient en temps normal. Il n'y a pas le FRIO2 dans la procédure habituelle. On a comme juste 30 appareils, je pense, dans l'hôpital. Donc, c'est ça, on reste pas, on installe en temps normal, il n'y a pas le FRIO2, on installe, on met le débit, puis là, si on a le temps de repasser, on y va, mais souvent, il y a beaucoup d'affaires à vérifier en post-op où ils ont soif, où ils se mettent à avoir mal au cœur ou quelque chose, ils vont enlever l'appareil pour une raison ou une autre, puis le sevrage va vraiment prendre beaucoup de temps parce qu'on n'est pas là en continu justement pour le faire. Avec le FRIO2 qui s'occupe de ça, encore une fois, ça accélère les choses. En post-extubation, ça aurait sa pertinence aussi. Puis à l'étage, le sevrage pour départ, comme j'ai dit. Puis Dr Lelouch en parlait aussi dans sa présentation juste avant. Il y a une étude qui s'appelle Freedom. J'ai vraiment très apprécié des patients. On est tellement mieux chez soi. C'est en fait ceux qui attendent juste, dans le fond, qui sont vraiment rétablis, puis que c'est pas mal plus une question de sevrage d'oxygène qui reste là, sur la fin. Ils peuvent retourner chez eux avec un FRIO2. Puis c'est ça, le rétablissement complet se fait, mais dans le confort de leur chez eux plutôt qu'à l'hôpital. Ce qui libère aussi des lits, ça a beaucoup un impact pour justement faire de la place, libérer des lits et diminuer les coûts. Mettons qu'on ne parlera pas des coûts en santé, c'est juste pertinent, on peut aider le plus de monde possible, ça va plus vite pour les sauver. Fait que les différents montages et utilisations possibles, c'est super pratique. On met une bonbonne d'oxygène, le patient ne se déconditionnera pas parce que souvent, on a beau mettre bien des rallonges, à un moment donné, il faut que ça reste sécuritaire aussi, là, puis ils se promènent autour de leur lit. Puis à l'hôpital,
aller marcher au corridor, c'est plus une histoire de, mettons, il faut attendre absolument que quelqu'un y aille avec, s'il y a de l'oxygène, puis là, on met la bonbonne, puis là, il y a le saturo que quelqu'un tient, puis on fait les ajustements, puis là, pas trop, ni pas assez. Fait que, tu sais, c'est beaucoup plus de casse-tête, mettons, qu'avec juste le Frio 2. On branche sa bonbonne, puis il continue à maintenir sa saturation cible. Puis, encore une fois, je fais référence à la présentation de Dr Lelouch juste avant. Et il disait que c'est ça, les patients, ils pouvaient marcher vraiment plus longtemps avant de s'arrêter, puis il n'y avait pas de grosse désaturation. Puis, tu sais, la tolérance, l'activité durait plus longtemps. Fait que côté déconditionnement, c'est un problème. La clientèle qui a besoin d'oxygène. Donc, ça l'aide vraiment beaucoup. Sur les CPAP, donc, c'est ça, si on l'a essayé à l'UCPQ, il y a une étude en cours, puis éventuellement, j'imagine, il faudrait peut-être avoir plus d'appareils, là, mais éventuellement, ça s'installe très bien dessus. Et un montage super intéressant. Ça peut s'installer sur le Hervo, mettons le Frio 2. Oui, c'est ça, sur un OptiFlow, excusez. Sur le Herbo, il va détecter le débit qui arrive quand on l'ajuste. Fait que dans le fond, le débit total va rester le même, ce qui est fort pratique, mais c'est ça, ça limite parce que ça peut aller jusqu'à 20 litres par minute, le Frio 2. Ce qu'on avait fait comme montage une fois dans les soins critiques COVID, c'est qu'il y avait un patient qui a été rendu au stade d'avoir besoin d'un OptiFlow. On a on a mis l'OptiFlow sur un ventilateur de soins critiques. On avait mis un débit, là, sachant que 20 pouvait s'ajouter par-dessus, qu'on l'avait mis à 40. Puis on avait mis une fraction, là, un pourcentage d'oxygène de base, qu'on savait que ça y prendrait au moins ça. Puis le Frio 2 faisait le reste, mais c'est sûr que ça jouait sur le débit total. Mais on avait fait ça, puis tu sais, c'était sécuritaire. Il était pris en charge encore une fois parce qu'il y a eu beaucoup de situations, mettons, quand le Frio 2 n'était pas sur l'OptiFlow, puis qu'il était super labile, là, si on faisait juste comme entrer puis sortir d'une autre chambre d'un OptiFlow à l'autre pour les ajustements d'oxygène, c'était comme sans fin. On pouvait passer un temps épouvantable là-dessus. Là. Puis en plus, les risques de contamination, encore une fois, quand on ouvre une porte puis une autre dans le COVID. Donc voilà, ça avait été, cette fois-là, on avait fait ça, puis ça avait été super, super intéressant. C'est sûr que c'est plus compliqué, puis c'est ça, il faut être habitué avec l'appareil, mais c'est super intéressant quand on sait tout le potentiel puis comment l'utiliser comme il faut. Là, c'est vraiment le fun. C'est qu'on est habitué depuis trop longtemps avec les débitmètres standards. Là. Ça aurait dû être inventé bien avant. Dans d'autres centres, on m'a dit aussi que ça avait été super apprécié dans des salles d'opération pour des sédations légères. Ils pouvaient gérer tout le reste. Ils considéraient, dans des essais cliniques, là, ils ont mis des appareils prêtés, puis pour les sédations légères en salle d'opération, ça avait été super apprécié. Et en bronchoscopie aussi. Parce qu'effectivement, partout où ils ont besoin d'un petit peu d'oxygène, puis ça peut être un casse-tête de moins que ça se fasse tout automatiquement. Donc, c'est tout pour ce que j'avais, moi, à dire sur mon expérience. Si vous voulez, si vous avez des questions, en fait, là, voici l'adresse de France qui est avec moi aujourd'hui, qui va pouvoir répondre à vos questions. Et je peux répondre aux questions aussi maintenant, si vous en avez. Un gros merci, Émilie, de nous avoir partagé aujourd'hui ton expérience sur le terrain avec le Frio 2, excusez-moi. Donc, on peut voir en fait que les applications cliniques du Frio 2 sont multiples. Là, partout où un patient nécessite de l'oxygène, le Frio 2 peut avoir sa place. Émilie nous a partagé des applications qui ont été testées, validées à l'UCPQ, mais dans les essais cliniques dans d'autres établissements, ils ont été très créatifs et trouvé d'autres places à utiliser l'appareil. Donc, si jamais vous avez des questions, vous pouvez soit ouvrir votre micro, lever la main, on est là pour vous répondre. Sinon, vous aviez mon adresse, là, vous pouvez communiquer avec moi aussi par la suite. Ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui avaient des questions? Donc, il ne semble pas avoir de questions, Émilie. Donc, encore une fois, un gros merci pour ton temps. Puis, merci à vous de m'avoir permis d'en parler. Au plaisir de vous revoir tout le monde. Un gros chapeau à toutes les inhalothérapeutes qui avaient travaillé d'arrache-pied dans la dernière année et demie. Donc, écoutez, je vous lève mon chapeau. Merci d'avoir pris soin de la population, de nos familles. Bravo à vous tous. Donc, au plaisir de vous recroiser éventuellement.